à ce que sa visibilité soit plus étendue. C'est ça l'avantage du portfolio. Donc, vous allez voir que souvent, j'ai pu rechercher. Il y a une fois, je partais en forêt et j'avais besoin d'un photographe. On devait faire aussi des photos de plantation de cacao. Je n'ai pas dit d'envoyer CV. J'ai dit d'envoyer portfolio. Donc, les trois ont envoyé leur portfolio. On a regardé. C'est-à-dire c'était des choses qu'ils ont déjà eu à faire par le passé. Et puis, bon, sur cette base, on a fait le choix. CV là, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire ton nom, ton prénom, où tu as étudié. Et puis tes expériences. Mais je ne vois pas concrètement ce que tu as déjà eu à réaliser. Vous cherchez un producteur. Il va dire, mais t'écouter un peu. Tu as déjà chanté quoi? Tu vois, là maintenant, tu as commencé à dire, non, j'ai fait une formation, mon ami. Donc, en fait, comme il a dit, le portfolio, c'est ça. Et vous devez l'avoir. On a aussi les plateformes comme WordPress, Typepad et consorts qui nous permettent de développer des blogs, c'est-à-dire des sites web personnels. Des sites web personnels sur lesquels vous pouvez partager vos expériences, mettre en avant aussi vos créations, etc. La petite histoire, quand j'étais encore à l'université, après les examens, on ne nous donnait que les notes. Jamais tu ne verras ta feuille. Ta feuille. Et moi, j'avais cette habitude de garder mes brouillons. Donc après, je dis non, je ne peux pas avoir une très bonne note et puis ça reste comme ça entre le professeur et moi. Ça ne me profite pas vraiment au-delà de la note. Et j'avais un blog, donc je prenais mes brouillons, je me mettais au propre et je publiais. Quand il y a un devoir, un truc comme ça, que c'est fini, j'écris, je publie sur le blog en question. Longtemps après, des années après, il y a une maison d'édition, certainement les anciens connaissent, les éditions Delagrave, qui m'écrit, qui me dit on a lu une série d'articles sur votre blog et ça traitait de l'accueil de la clientèle. Nous sommes en train de préparer un ouvrage de formation en gestion commerciale et on se dit que ce sera intéressant pour nous. Est-ce que vous me permettez d'utiliser ça dans le manuel que nous sommes en train de préparer? Je dis, mais tiens. Mais ce n'était pas gratuit. Bon, ça, je ne vais pas expliquer ce qu'on s'est dit. Mais je me limite à ça. Pourquoi vous voyez que je n'ai pas eu besoin d'aller vers. C'est venu vers moi. Maintenant, bon, la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Emmanuel, moi, je voudrais comprendre une chose. Oui. Ces derniers temps, à l'époque, par exemple, un blogueur, c'est quelqu'un qui avait un blog bien établi, soit sur WordPress et autres. On allait mettre des articles et tout ça, des photos. Et puis, depuis un certain moment, je ne sais pas, c'est devenu un phénomène de mode. Je suis blogueur, influenceur. Il n'a aucun blog. Mais je ne sais pas comment on est passé du premier état là à l'autre état où des gens comme les Apuchou et autres là, ils sont blogueurs sans être propriétaires de blog parce qu'ils font juste. On est toujours en direct. Oui, c'est pas. Bon, enfin. Peut-être qu'il va utiliser son droit de réponse, mais aujourd'hui les blogueurs, bon, c'est. Je sais pas, c'est. Non, en fait, je demande si on est toujours en direct parce que oui, je vais répondre en toute franchise. Oui. Et certainement, des gens vont me taper là-dessus. Donc, je préfère être conscient de cela avant. En 2014, j'ai fait une étude sur les blogs. Vous pouvez taper sur Google « Contribution à l'analyse de la blogosphère en Côte d'Ivoire ». L'idée, en fait, c'était d'examiner la propension de l'utilisation des blogs en Côte d'Ivoire. Quelles étaient les motivations, les usages et autres. Et effectivement, comme tu l'as dit, blog, ça vient de web. Il y a le mot web et il y a le mot blog. C'est un carnet en ligne. À la base, c'est d'abord l'écriture. Tu ne peux pas te prétendre blogueur
et puis tu n'as pas un site, je n'ai pas dit Facebook, je n'ai pas dit Twitter, ni TikTok. Mon blog, c'était emmanueldabo.wordpress.com parce que je l'ai fait sur WordPress. Après, tu as la possibilité de prendre la version payante et puis on enlève le WordPress. Il y a des gens qui ont fait le carnetduvoyageur.com, etc., etc. Mais on écrivait. Il y avait la voix des sans-voix qui aujourd'hui passe sur Life et consort. Désolé pour la pub. Il y avait aussi Rita Dro qui était une très bonne blogueuse. Par exemple. Israël Gebo et tout ce monde. C'est problématique. C'est problématique. Mais je m'appuie sur la définition originelle. Est blogueur celui qui détient un blog. Donc, si tu n'as pas de blog, ça veut dire que si tu n'es pas capable de me donner le lien d'un site web, je n'ai pas dit page Facebook. Si tu n'es pas capable de me donner le lien d'un site web où sur lequel tu produis un contenu, ne viens pas me parler de « je suis blogueur ». Parce que même tu peux écrire pour un site web quelconque. Dans le domaine du journalisme, des médias, ça arrive. Là, tu es rédacteur web. Par exemple, tu écris pour le site web d'une institution spécifique, etc. Mais ça ne t'appartient pas. Alors que sur le blog, c'est toi qui définis ta ligne éditoriale. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vérifier ce que tu publies. Et c'est pourquoi beaucoup de journalistes en son temps ont créé leur propre blog. Parce que, étant en rédaction, il y avait la ligne éditoriale qui était là, le rédacteur en chef qui va regarder, etc. Mais sur son blog, il peut parler d'autres choses. Il n'est pas enfermé. Et donc, il y a eu des gens qui ont commencé à écrire, soit pour vendre leurs produits. Vous allez voir que vous lisez, je partage une petite expérience que j'ai vécue. J'avais en son temps un iPhone 5 et par mégarde, j'ai cassé l'écran. Et je me suis dit, bon, je vais voir, est-ce que moi-même je ne peux pas remplacer. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur le net et j'arrive sur un site web. Le gars, il présente en fait les différents types de iPhone. Comment remplacer, si tu as telle panne, il explique comment. Et puis il met le processus ainsi tu veux réparer. Et quand j'ai fini de suivre le processus, j'étais là, j'étais souriant, là, content. À la fin, je me rends compte que je n'ai pas les outils pour faire ça. Et en fait, le gars, il vend les outils. Mais sur le blog en question, il ne s'est pas présenté comme un vendeur d'outils de réparation des téléphones. Il donne des conseils pour réparer les téléphones au point où, quand tu as fini de lire, là, vraiment, si tu n'es pas vigilant, tu as cliqué sur payer. Et donc, il y a des gens de ce profil. Il y a des gens qui sont des experts dans un domaine, par exemple des informaticiens. Il y a quelqu'un même ici, lui, il est spécialiste en automobile, où il présente les dernières sorties, ils expliquent un certain nombre de logiciels et tout et tout. Au point où, après, on les sollicite dans des médias pour qu'ils fassent des contributions, tout et tout. Donc, voici à la base ce que c'est qu'un blogueur. Heureusement, heureusement, cette génération-là, de par ses capacités, de par ses talents, on finit par se caser d'un point de vue professionnel. Et du coup, parce que animer un blog, ce n'est pas aussi facile. Surtout que c'était une période où il n'y avait pas les histoires de rémunération, etc. Mais aujourd'hui, il y a l'aspect direct. Donc les paresseux qui ne veulent pas écrire, là, il leur faut juste placer une caméra, déblatérer des conneries, et puis, bon, il est blogueur. Même le thème même influenceur, personnellement, il me gêne. Parce que je me dis, ça peut être contredit, hein, je ne suis pas fermé à la contradiction, mais on est influenceur parce qu'on influence. Parce qu'on agit sur les attitudes, sur les comportements des gens. Et puis, influenceur, ce n'est pas un métier. C'est de par ta position que tu réussis à influencer. Si on dit Cristiano Ronaldo influenceur, c'est parce qu'il a un leadership quelque part. Si on dit Drogba influenceur, c'est parce qu'il a un leadership quelque part.
quel est toi ton leadership? C'est de déblatérer des conneries. Au point où finalement, on associe certaines personnes, excusez-moi pour l'expression, à des bêtises. Bon, je n'ose pas dire le mot là, mais... Bon, dites-le. De toute façon, Alpha a dit, entre le biakisséisme et le tamerconisme, hein, on ne sait plus où on est. Donc, voici ce que je peux dire pour répondre à cette préoccupation. Et donc, sur la question des portfolios, réfléchissez à ça. Et puis, voyez, par exemple, c'est M. Bacchus, non? Barmus. Voyez-le, comment est-ce qu'il peut prendre de belles photos si vous êtes dans la mode, comment il peut prendre de belles photos s'il y a un informaticien, ou bien même, c'est le moment de faire le réseautage, hein? Notre frère qui est là-bas, qui est brand designer, comment est-ce qu'il peut créer une affiche là, s'il y a un informaticien, mais quelqu'un qui est développeur web, qu'est-ce qu'il peut proposer pour que vous puissiez mettre, parce qu'il faut avoir le portfolio, mais quand on va sur le portfolio, il faut que ça donne envie aussi. Il ne faut pas avoir un portfolio, puis c'est quoi ça? Un portfolio répulsif. Emmanuel, on va prendre une dernière intervention, parce qu'il nous reste encore un thème à traiter et on va aller vite. S'il vous plaît, on reste en place après parce qu'il y a le déjeuner qui... Hein, c'est comme ça aux AFAC. Il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner. Mais le dîner, ça, il faudra voir avec Jaboy. Disons que... Allô? Disons que pour parler du blog, il faut rappeler qu'il y a 2 associations de blogueurs en Côte d'Ivoire. L'UNBC, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, dont je suis membre avec Daouda Koulibaly, Forsten Cho, qui est le président, Rita Dro, dont vous parliez tout à l'heure. Et il y a l'ABC, Association des blogueurs de Côte d'Ivoire, où Edith Brou était. Donc c'est ce que je voulais préciser. Et aussi dire qu'effectivement, moi, mon blog à moi, c'est La Sinadi, je parle de culture. Mais au-delà de ça, j'ai écrit aussi dans le domaine du sport avec Sport Ivoire. Mama Koulibaly, qui est le président des afficheurs de Côte d'Ivoire et du club de basket. Donc vous pourrez même voir mes articles sur le net. Il suffit juste de taper Jamel Bamba. Pour faire peut-être, j'avais même écrit un article sur Jonathan Bamba en son temps, avant la CAN, il y a des années de cela. Donc pour dire que c'est aussi possible d'écrire sur d'autres domaines et c'est très important aussi. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Mais, docteur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a une nouvelle race de blogueurs qui... Alors, permettez, pour qu'on puisse gagner du temps, oui, il y a les associations, mais il ne faut pas lier le fait d'être blogueur à être membre d'une association. À la base, tu as un blog. Parce que même si vous voulez entrer dans l'association, on vous demandera quel est votre blog. Donc, si tu n'as pas ça, faut même pas aller encore plus loin, encore loin même. Faut t'arrêter en même temps. Oui. Bon, la réponse est simple, c'est non. Mais en même temps, Emmanuel, je voudrais dire, l'adhésion à une association, attendez, l'adhésion à une association de blogueurs est libre et volontaire. Moi, je peux être blogueur sans être membre de l'ABCI ou de l'Union nationale UNBCI. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais si vous avez un blog sur lequel vous écrivez, oui, vous êtes blogueur. Est-ce que tous les enseignants sont-ils forcément à l'université comme vous? Mais ils sont enseignants. Ah ben voilà. Non, TikTok c'est autre chose. Hein? Je pense que sa question... Bon, j'ai vu le thème qui vient, je préfère attendre le thème qui vient. Mais par rapport à ça, il y a un problème au fait. Le vrai problème, c'est lequel? Il y a l'association des blogueurs et puis il y a les blogueurs que nous voyons. Est-ce que l'association des blogueurs a la possibilité de dire non à ces blogueurs aujourd'hui? C'est ça le vrai problème. Parce que, par exemple, quand on parle de la haute couture, aujourd'hui en Afrique, on voit haute couture qui n'existe pas au fait. Parce que la haute couture, c'est l'apanage de la France.
Il y a des critères pour faire partie de la haute couture. Mais ici, en France, tu ne peux pas te dire que je fais de la haute couture. Mais comme ici, il n'y a pas, disons, comment est-ce qu'on peut dire? Non, pas les standards. Tout est permis. Il n'y a pas de, mais c'est bien ça, il n'y a pas de normes, tout est permis. Il n'y a pas de cadre juridique. Donc, même quand on parle de l'association des blogueurs, par exemple, c'est là, on vient l'entendre. Mais est-ce que ces associations ont la possibilité de dire, écoutez, vous arrêtez ça? Parce que tu ne peux pas faire ça en Chine. La contrefaçon en Chine, tu ne peux pas. Mais ici, dès que tu finis de créer, mon frère, avant même que tu ne finisses, jamais a déjà fait quelque chose. Est-ce que tu comprends, Père? Est-ce que tu as la possibilité de dire non? Donc, c'est ça le vrai problème. Je pense que ça, c'est des réflexions que les associations en question doivent mener. Parce que ça a été aussi l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, les blogueurs se constituent en association. Parce qu'il fallait défendre un certain nombre de droits, il fallait protéger sur certaines choses. Et donc, c'est dans leur droit de pouvoir vraiment réfléchir aux actions à mener, tout en respectant aussi la liberté d'expression des uns et des autres. Hein. Mais, je veux dire, ce qui fait que c'est un peu vilain, c'est quand on a des compétitions ou des prix à remettre et qu'on fasse catégorie blogueur et que tu te rendes compte que les nominés ne font pas partie. Et c'est là que je me dis, mais les associations, qu'est-ce que vous faites? Parlez franchement à ce moment-là. Donc, bon, c'est ce que j'aimerais dire. Bon, on a anticipé sur l'autre point que je voulais aborder, c'est de parler un peu de la réalité d'aujourd'hui dans le contexte ivoirien, avec ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de pas bon, et au milieu de tout ça, comment le vrai artiste se positionne. Chose bizarre, ceux qu'on appelle blogueurs, influenceurs aujourd'hui, à un moment donné, ils finissent par devenir artistes. Vous n'avez pas remarqué? Et Emmanuel, est-ce que la suite pourra tenir en une dizaine de minutes? Pas de souci. Merci. Ils finissent par devenir artistes. Donc, c'est vrai, on parle des blogueurs, mais c'était vous concerner aussi, hein, parce qu'ils vont venir vers vous. Et grignoter des parts de marché. Si. C'est des artistes. C'est ce qui fait plus mal même dans la chose. Quoi ça? Un mélange des genres. Alors, moi, c'est ma proposition. Hein. Dans tout ce mélange-là, sur Internet, il y a une phrase qui dit que c'est le contenu qui est le roi. C'est le contenu qui est le roi. C'est à partir de votre contenu qu'on cherche. Mais qui a fait ça? C'est votre contenu qui vous vend. Donc vous, en tant qu'artiste professionnel, quel type de contenu vous laissez? Quel type de contenu vous mettez en avant? Aujourd'hui, quand on dit une injure, on voit quelqu'un. Quand on dit faux pasteur, on voit quelqu'un. Moi, je n'ai pas dit ça. Quand on dit... je viens, comme je n'ai pas assez de temps, je vais finir et puis je vais vous laisser la parole. Mais vous, dans tout ça, on vous associe à quoi? Quel est votre contenu? Beaucoup se sont plaints, on les avait associés à la CAN, etc., etc. Mais même ceux qui ont été associés à la CAN, leur morceau n'a pas pris comme pour ceux qui n'ont pas été associés. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il faut se plaindre? Voilà. À un moment, il ne faut pas se plaindre. Le terrain est là. Allons sur le terrain et proposons un contenu de qualité qui va en griffe tuer. Maintenant, bon, comme moi, je fais communication scientifique, je me dis, ok, vous êtes à la recherche de contenu, comment est-ce que je vais chercher des éléments factuels, vérifiables pour les mettre à votre disposition? Hier, par exemple, un journaliste de Radio Côte d'Ivoire m'a contacté. Il m'a dit, Emmanuel, tu avais animé une formation en son temps à la CRAO.
et tu avais parlé des maladies de la peau, notamment l'ulcère de Buruli. Ça m'intéresse, je veux faire un sujet là-dessus. J'ai dit OK. À l'instant, j'ai appelé le médecin spécialiste du ulcère de Buruli qui est à Tabo pour les mettre en contact et qu'ils puissent planifier le reportage. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'idées, de contenu, on va dire, à caractère plus ou moins scientifique, je peux vous mettre en contact avec des chercheurs, avec des centres de recherche. On peut même organiser, déjà, il faut penser à ça, on peut même aller visiter un espace, et puis ça va stimuler aussi des idées. J'étais à Boaké, à l'Institut Pierre Richer, et le directeur me disait, eux, ils travaillent beaucoup sur palu, trypanosomiase, les maladies avec les insectes là. Et il me disait, bon, on a un projet qui est en train de finir. On a développé des pièges qui permettent d'attraper en fait les moustiques. Vous voyez dans les restaurants, là, il y a une lumière bleue là. C'est grâce à ça que j'ai compris en fait pourquoi la lumière est bleue. Parce que cette couleur-là attire tout ce qui est mouche et moustique. Et c'est pourquoi beaucoup de... on appelle ça? Non, ce qu'on met sur les lits là. Les moustiquaires là ont cette couleur. Et donc, quand ça les attire, ils ont fait une sorte de piège là. Ça fait qu'ils rentrent dans une boîte. Et donc, après, le cultivateur, quand il va dans son champ, il ferme juste la boîte et puis il peut brûler, bien peu, en tout cas pour se débarrasser. Et ça vraiment contribue à diminuer l'impact de la maladie. Et puis après, arranger votre cadre de vie, tout ça. Mais il me disait, le projet va bientôt finir parce que c'est sur financement, c'est ponctuel. Mais je crains que les communautés s'approprient en fait. Parce qu'on a plusieurs fois fait des projets. Quand ça finit, quand on repart, après les gens retournent à leur mauvaise habitude. Je lui dis, tiens, voici que c'est en zone baoulée. À la faveur de la Pakinou, quand ils font leur festivité, on peut profiter aussi pour sensibiliser. Et du fait que le message ne va pas venir d'un grand professeur ou docteur, peut-être que ça va passer. Souvent, on est là, on cherche des choses, alors que c'est là, tout près. C'est là, tout près. Est-ce que vous savez que le taux de suicide a augmenté en Côte d'Ivoire? Pas que. Il y a la dépression et la consommation des substances psychoactives, bon, qui est là encore liée à tout ce qui est dépression. Et puis, il sait que c'est toutes les couches, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, que ce soit des élèves, que ce soit des nantis comme des moins nantis. Mais on n'en parle pas. Là, on a fini de célébrer la CAN, on va venir à nos réalités. Mais quelles sont les mesures de sensibilisation? Par exemple, j'ai échangé avec le directeur du programme de santé mentale qui a développé un dispositif à l'occasion de la CAN. Parce que vous avez vu, on est plein au stade et puis on encaisse 4-0. Bon, il y a un traumatisme. Quels sont les mécanismes d'accompagnement, etc. Donc, il y a plein de choses. Mais si vous vous rapprochez des spécialistes, vous allez voir que vous aurez de la matière. Et puis, étant des spécialistes de votre domaine, vous allez réussir à convertir ça pour présenter cela autrement. Dernière chose, et puis je vais m'arrêter. J'ai été présenté comme l'un des responsables de Wikimedia. Kaou est aussi de l'association. Désolé, je te vends au public. Souvent, on est approché par des personnalités. On veut notre biographie sur Wikimedia parce que quand on voit la biographie sur Wikipédia, ça donne de la cote, etc. Je vais juste faire un petit commentaire. Wikipédia, ce n'est pas un espace promotionnel. C'est une encyclopédie. Donc, c'est l'état de la connaissance sur un sujet à un moment donné. Et cette connaissance qui est mise en ligne doit avoir des sources, des références. Le style d'écriture doit adopter la neutralité. Miss Côte d'Ivoire n'est pas la plus belle fille de Côte d'Ivoire. C'est différent. Parce qu'à partir du moment où on dit plus belle fille de Côte d'Ivoire ou plus belle femme de Côte d'Ivoire, votre fiancée ou votre épouse, selon vous, peut être la plus belle femme.
Voilà. Et c'est la plus belle. C'est pourquoi vous l'avez choisi. Mais Miss Côte d'Ivoire, c'est Miss Côte d'Ivoire. Donc, il y a le langage aussi. Et souvent, certains artistes ou certaines personnalités se dépêchent d'aller créer une page, une biographie sur Wikipédia, et puis après, c'est bloqué, supprimé même. Et puis, on se plaint. Je partage les principes fondateurs. Encyclopédie, point de vue neutre, licence libre. Quand on dit licence libre, ce qui est sur Wikipédia, là, ça peut être réutilisé. Ça peut être réutilisé. On a fait des projets photos où on a documenté pas mal de choses concernant la culture ivoirienne. C'est là-bas, on a laissé les droits d'auteur. À la limite, si quelqu'un réutilise, il va juste dire, voilà, Emmanuel, tant. Voilà. Mais il ne peut pas chercher de l'argent avec moi non plus. Mais on était dans un besoin vraiment de documentation de nos réalités. Donc, quand certains artistes viennent me voir, je dis, bon, la photo que vous allez me donner pour que je mette en ligne, j'espère que vous ne l'avez jamais utilisée. Parce que si c'est déjà quelque part, ça ne pourra pas passer. Si je mets là, sachez que autrui pourra réutiliser, par exemple, pour illustrer ses articles et consorts. Donc, il faut que ça soit une photo libre de droit. Quatrième règle, qui est l'avant-dernière, c'est que c'est un projet collaboratif. Quand vous commencez à mettre une information sur Wikipédia, quelqu'un de par le monde entier peut venir ajouter. Un autre peut supprimer. Un autre peut modifier. Moi, je peux compléter jusqu'à ce qu'on arrive à ce que ça soit un article de qualité. Donc, il ne faut pas se dire qu'on est propriétaire de la chose. Et puis dire non, j'avais écrit ça, quelqu'un est venu corriger, quelqu'un est venu changer. Non. Si vous êtes dans une disposition assez fermée, ça ne va pas marcher. Et puis, dernière règle, il n'y a pas d'autres règles fixes en dehors des 4 précédentes. Merci beaucoup. Merci à Emmanuel Dabo. Voilà, Emmanuel a parlé de M. Kaou Touré, que je voudrais qu'on salue aussi. C'est l'un de ceux qui fondent et qui font Wikipédia Côte d'Ivoire. Merci pour